bienvenue à tous dans ce Débière et débat un petit peu particulier puisque cette fois-ci on va pas parler de cinéma contrairement à la plupart des dernières occurrences. On va parler de littérature, ce qui est assez rare pour le signaler. Et d'autant plus rare qu'on va parler donc d'un premier roman, d'un ami qui m'est très cher, que vous voyez ici, donc Arnaud. On se connaît depuis qu'on a 4 ans, je pense, donc ça va être important de le signaler, notamment parce que le roman dont on va parler est quand même pas mal biographique, donc c'est vrai que moi j'en ai eu une lecture assez particulière. Tu nous présentes ce premier roman qui s'intitule Fin de convention. Mais donc l'objectif de cette émission va être de déjà présenter ce roman, présenter les raisons pour lesquelles tu as voulu tout simplement t'essayer à l'exercice littéraire de l'écriture, présenter quels étaient les objectifs, ce que tu as voulu raconter à travers ça, à travers ce roman relativement court, mais qui pourtant est assez dense par rapport au thème qu'il aborde. Je vais te laisser te présenter pour essayer que les gens situent à peu près qui tu es, ce que tu fais, donc tu décris ton parcours de la manière que tu veux, et puis après on fera ensemble un petit résumé du roman et essayer de parler de ce dont il aborde. Donc je t'en prie, vas-y. Eh ben, tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir sur ta chaîne, Corentin. Je suis très content d'être là. Ça m'a fait plaisir que tu aies lu le roman. Tu fais partie des premiers à l'avoir lu. Donc la genèse de ce roman, elle est assez simple en fait. C'est j'ai, comme toi d'ailleurs, un parcours on va dire assez classique, mais j'ai à l'origine fait Sciences Po, donc je suis diplômé depuis 2018 de Sciences Po Paris. Et suite à quoi j'ai eu l'occasion de travailler un peu, quelques mois après mon diplôme dans l'Union européenne, exactement. Et quand mon contrat s'est terminé, c'est là que m'est venue l'idée que j'avais envie d'écrire quelque chose. Alors j'ai toujours eu le goût pour l'écriture. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu quelques petits prix littéraires, à des niveaux au niveau lycée, des choses comme ça, mais n'empêche que j'ai toujours eu un goût pour la chose. Et donc là, me retrouver libre à 26 ans, après avoir fini mon premier contrat de travail, j'ai eu l'idée de vouloir parler un peu du monde de l'entreprise contemporain. Parce que je crois que c'est un thème qui est assez à la mode, j'arrive presque en retard en fait sur cette thématique. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à dire et que la littérature, comme le cinéma d'ailleurs, ont des choses à dire là-dessus. C'est des débats d'actualité. Et donc voilà, ça c'est la genèse du bouquin. Ça m'a pris du temps, il y a eu beaucoup d'allers-retours, j'ai beaucoup réfléchi. Et puis c'est l'histoire de 2 ans. Et là aujourd'hui, je te parle depuis Taïwan, où j'ai passé 1 an pareil à travailler. Écoute, moi je te propose d'essayer peut-être de résumer un peu le roman. Alors, je vais te dire comment moi je le résumerai, tu me donneras ton approbation ou non sur ce résumé-là. Moi j'ai écrit, je me suis pris quelques notes. Pour moi, donc, le roman il gravite essentiellement autour d'un personnage. Essentiellement, je dis bien, puisqu'il y a pas mal de personnages qui vont traverser sa vie. Mais il gravite essentiellement autour de la vie de Jules, qu'on peut résumer par un futur cadre dynamique, en principe, dont les responsabilités, on va dire, au sein de la vie active, le poussent de plus en plus à questionner le sens des choses qu'il entreprend. Et allant même jusqu'à, sans vouloir trop rentrer dans le roman, allant même jusqu'à peut-être redessiner ce qu'il juge comme relevant du bien ou du mal, quoi, finalement. On en est presque dans des questions très métaphysiques, en fait. On en vient presque à des choses très essentielles comme ça. De façon générale, si on essaie de résumer les thèmes, le roman, c'est finalement, un rejet. Avant tout, le mot qu'on pourrait sortir en premier, c'est peut-être celui du rejet d'un mode d'organisation sociétale, le rejet d'une forme de division du travail et de ce qu'elle implique. Mais au-delà du rejet, il y a aussi ce qu'on veut acquérir, ce qu'on veut gagner, notamment, il y a une quête de sens. Jules se fait un peu le symbole finalement d'une génération qui pose beaucoup de questions, mais à laquelle elles ont peu de réponses, à laquelle cette génération a peu de réponses. Et peut-être pour finir de dépeindre ce portrait qu'est Jules, on peut le situer dans une classe moyenne plutôt aisée, quelqu'un peut-être un peu plus à ton image compte tenu du parcours, alors Sciences Po effectivement, mais aussi en termes de relations sociales. Et finalement, je dirais que c'est à travers toutes ces dimensions-là, c'est une œuvre qui, en fait, plus qu'elle ne juge, même si elle est assez acerbe dans sa critique, c'est une œuvre, plus qu'elle ne juge, est plus dans le constat, et pas forcément dans... C'est pas un manifeste politique au sens où tu n'apportes pas avec le roman des clés pour dire voilà ma façon d'être heureux, voilà mon utopie.
on est plus dans une espèce de constat à tel point que même le personnage de Jules va traverser différentes épreuves et va même suivre différentes pistes qui pourraient d'ailleurs sortir complètement de la piste initiale à laquelle il était promise, mais finalement qui peut-être vont elles-mêmes, alors même qu'elles semblent antagonistes avec son rejet initial, elles-mêmes vont peut-être s'avérer questionnables à ses yeux. Enfin voilà, là c'est un petit peu, un peu à la volée, mais voilà ce que je retiens globalement de l'œuvre. Tout à fait. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Le roman, j'ai essayé de l'écrire sous une forme, on pourrait dire, de plusieurs instantanés. 3 personnages principaux, dont un effectivement qui surnage par-dessus les autres, c'est Jules. Mais il y a aussi donc un ami, Mathieu. Donc ce sont 2 étudiants français de 25 ans à peu près. Et un personnage japonais, lui plutôt la cinquantaine du coup, assez énigmatique. Mais qui tous les 3 vont tourner autour du monde du travail et essayer d'apporter quelque chose, dire quelque chose dessus. Donc c'est d'abord un roman qu'on pourrait appeler, je pense, d'apprentissage. Donc c'est ce genre de roman où le héros va passer par différentes étapes pour au final connaître les désillusions, les vaincre ou pas, ou subir les épreuves de la vie, pour au final se donner une idée. Et effectivement, ce que tu as dit, et je pense assez important, c'est que même si le roman, je pense, il est assez acerbe dans son ton, assez sarcastique, assez... parfois assez violent, même dans le langage ou dans les thèmes qu'il aborde. Pour autant, j'ai essayé de effectivement pas tomber dans le manifeste, à savoir j'ai raison et je vais vous expliquer pourquoi pourquoi ce monde-là est affreux. On est la génération qui se pose plein de questions. C'est intéressant et c'est un vrai phénomène d'ampleur. Je pense que c'est un truc dont maintenant la littérature commence à s'emparer, aujourd'hui à fond. Mais j'ai aussi vu qu'il y avait des ouvrages de sociologie qui avaient été écrits là-dessus. Je pense par exemple à un bouquin qui s'appelle La révolte des premiers de la classe, quête de sens. Donc la quête de sens, elle est partout aujourd'hui, presque, et elle pourrait presque en devenir une espèce de lieu commun en fait. Donc le roman, il questionne ça, il s'inscrit dans cette veine-là, c'est la quête de sens contemporaine de notre génération, des jeunes qui se posent plein de questions, mais pour autant, et ça m'est venu avec le temps, au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis posé la question aussi, est-ce que cette quête de sens, est-ce que parfois elle n'est pas... à quoi elle nous mène en fait ? Est-ce qu'elle ne porte pas en elle-même de nouvelles problématiques ? Et donc du coup, ça c'est au lecteur d'en juger après, mais l'histoire, les épreuves que vont traverser Jules vont le mener effectivement à se poser des questions. Le titre est assez éloquent, donc c'est fin de convention, donc c'est fin de la convention de stage, mais aussi fin de convention, les conventions au sens les habitudes à respecter dans une société, ce qui est conventionnel. Donc fin de tout ça, très bien, mais pourquoi ? Et là, c'est effectivement plus compliqué que blanc ou noir, bien, pas bien, qu'est-ce qu'on fait ? Mais bon, j'espère que j'ai quand même réussi et que le ton montre quand même qu'il y a une note d'espoir vers la fin. Mais justement, là, tu parlais du ton, et c'est une des questions que je me suis posée et que j'avais envie de te poser. Comment tu décrirais le ton ? Est-ce que tragicomique, c'est une comédie dramatique ? Comment tu décrirais ce ton de façon générale ? J'aime bien tragicomique. Moi j'espère que ce qui en ressortira, c'est quand même plus de rire que de pleurs, si je puis dire, au final. C'est-à-dire que c'est une thématique qui est quand même assez grave, mais elle est traitée avec dérision dans l'immense majorité du temps. Donc j'espère que c'est le rire qui l'emportera sur la gravité et qu'on se dira pas cet auteur il est dépressif. Mais il faut saisir, effectivement, c'est un type d'humour spécial, c'est l'humour pince sans rire, c'est l'ironie pratiquée à froid. Donc le ton, j'espère qu'il est pince sans rire, je pense que c'est la bonne terminologie. J'espère qu'on rigolera plus, qu'on ne sera effrayé à la lecture de ce bouquin. C'était mon objectif en tous les cas. Mais bon, il y a quand même des thématiques graves, il y a des sujets graves qui sont abordés, donc qui prêtent aussi à se sentir pas bien ou à sentir un peu une atmosphère oppressante. C'était voulu parce que c'est des choses que beaucoup de personnes ressentent aujourd'hui, et je pense qu'il est important, comme toujours, de mettre des mots dessus, de l'expérimenter,
de donner aux gens des clés de compréhension aussi sur ce qu'ils ressentent et qu'ils se disent bien sûr, ah ben je suis pas seul, moi aussi j'ai ressenti ça. Voilà, c'est des choses contemporaines, c'est des débats très contemporains, donc j'espère que ça pourra aider certaines personnes à y réfléchir. Quand on disait tout à l'heure que c'est pas un manifeste politique, c'est dans le sens où, bien sûr, il n'est pas là pour revendiquer une direction particulière à suivre, il n'est pas là pour prétendre, comme tu disais, que j'ai raison et pas vous, mais malgré tout, évidemment, toute œuvre, de toute façon, reflète la politique ou la vision politique de son auteur, mais justement, au-delà de ces intentions-là, qui sont très importantes, mais à la rigueur, puisque justement, elles sont assez contemporaines, notamment en ce qui concerne le monde de l'entreprise, la division du travail, ce genre de choses, à la limite, ce sont des choses que le lecteur pourra découvrir, mais parmi les choses qui m'intéressaient aussi, c'est de savoir comment, plutôt que de faire justement un manifeste politique, tu as choisi de faire une œuvre avant tout de fiction. Et de quelle manière tu as pris au sérieux le médium littéraire? Quelles sont tes influences? Comment tu as réfléchi l'écriture du roman? Comment ça s'est passé? Sur combien de temps? Comment tu as fait pour écrire concrètement? Ok, très bonne question si je puis dire. J'ai appris pas mal de choses durant ce processus d'écriture. C'est vrai qu'à l'origine, quand j'ai commencé à écrire, je pensais partir sur une écriture assez sérieuse. Donc un ton très sérieux qui pourrait aller pour le coup, qui aurait pu aller vers le manifeste politique. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un roman assez similaire au mien dans la thématique qu'il aborde, qui est sorti quelques mois avant moi, en septembre dernier, si je ne m'abuse. Il s'appelle Radical de Tom Conan. Et c'est une vraie histoire sur, voilà, pareil, un étudiant Sciences Po qui va basculer dans la violence politique à l'occasion des Gilets jaunes. Et donc le roman est bon, hein. Mais c'est vrai qu'on n'aborde pas du tout de la même façon. Le ton est vraiment différent. C'est-à-dire que pour Tom Conan, ce que j'en ai lu, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment, c'est à prendre au premier degré. C'est une écriture assez viscérale, violente, et je crois qu'il faut comprendre ce que le narrateur dit. C'est un peu ce qu'il pense lui. Et voilà, c'est un manifeste au vitriol. Ce que j'ai essayé de faire, c'est prendre un peu plus de recul. Je dis pas que c'est mieux, mais c'est juste différent. C'est avec un narrateur qui est là pour un peu charpenter le débat et se moquer un peu potentiellement de tous les personnages, ou en tout cas mettre en avant leurs faiblesses, leurs compromissions, aussi bien pour les méchants que les gentils, à première vue, enfin ceux qu'on pourrait qualifier de méchants gentils. Donc au début, alors voilà, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est qu'à l'origine, je pensais que j'allais prendre l'écriture de manière assez sérieuse, et puis petit à petit, j'ai pris un peu de recul, j'ai ajouté, je pense, beaucoup plus d'ironie dans l'écrit, parce que de toute façon, c'est ce qui me convenait mieux à ce moment-là. Mes influences littéraires, très clairement, la première, il faut que je la dise avant qu'on me la ressorte ou qu'on me dise « Oui, j'ai lu Houellebecq, j'aime beaucoup Michel Houellebecq, de manière générale, enfin dans ses écrits en tous les cas. Il me fait rire, de manière générale, justement par cette pratique ces narrateurs dépressifs qui ont une vision ultra mécanique, biologique ou j'en sais rien du monde, ça en devient tellement parfois grotesque que chez moi ça déclenche un effet comique. Et donc oui, j'ai lu pas mal de Houellebecq pendant que j'écrivais ce roman, donc c'est évident que ça m'a influencé. Extension du domaine de la lutte, son premier roman qui traite aussi de la thématique du travail d'ailleurs, plus les particules élémentaires que j'ai lu, qui est là, un pavé de 200 pages. Bon voilà, mais qui m'a inspiré quand même dans le ton, le mélange des styles, des narrations, c'est-à-dire passer de la narration à des encarts un peu plus sociologiques, historiques. Je pense que tu as dû le voir. Souvent, j'alternais entre des passages, des fois. Enfin, j'aime bien commencer un chapitre sur un ton assez professoral, par exemple, utiliser l'histoire, la sociologie, et puis rebasculer sur la narration. Parce que bon, c'est un roman, donc c'est pas un essai. Ça, c'est la différence du coup que j'ai essayé de garder en tête. Donc il fallait toujours que s'il y a des moments qui sont un peu encyclopédiques, il faut qu'ils soient là pour servir la narration et toujours qu'on revienne à l'histoire. Voilà, il faut pas faire des envolées trop longues sur des propos philosophiques, tout ça. Enfin, ça m'intéresse de faire ça, mais il fallait que l'histoire revienne au devant tout le temps. Donc c'est ça qui fait la différence entre un essai et un roman. Plus ne pas trop se prendre au sérieux, ça aussi c'est quelque chose de, je pense, très important. C'est bien, je suis content d'avoir écrit ce bouquin. Il y a des choses que je pense vraies à l'intérieur, il y a des choses que j'ai essayé d'explorer, mais il faut pas... je pense qu'il faut se méfier, oui, enfin la littérature c'est excellent, c'est super,
On entre dans un univers fictionnel, la plupart du temps on teste des choses, on explore des horizons, mais je pense qu'il ne faut pas prendre ça trop au sérieux non plus de manière générale. Et je dis ça pour la littérature, mais je dis ça pour n'importe quelle œuvre de l'esprit. Je ne sais pas si l'absolu existe réellement. Donc voilà, donc c'est le ton que j'ai voulu prendre, c'est ce ton donc plutôt ironique. Influence, j'ai dit Michel Houellebecq, mais il faudrait que je cite aussi pour le monde du travail Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblement, qui est un roman aussi qui se passe au Japon pour le coup. Donc là, c'est la folie de l'univers professionnel japonais. Donc c'est pas étonnant que mon roman se passe aussi un peu au Japon. Y a quoi d'autre? Bec BD, je peux dire, 99 francs. C'est un peu aussi une histoire pareil, hein, d'un mec qui envoie valser le monde du travail. Donc c'est pour la thématique, c'est des références que j'ai pu avoir. Et puis après, littérature du réel, ce que j'aime bien, je peux très rapidement citer, donc outre Michel Houellebecq, mais Camus, L'étranger, qui dans son ton m'a inspiré pour ce bouquin. Sylvia Plath, la cloche de détresse, auteure américaine, et un autre auteur américain de littérature du réel un peu sordide, un peu cru parfois, c'est Dan Fante, qui me fait beaucoup rire aussi. Voilà, et donc je pense que Houellebecq c'est aussi inspiré, ou qu'il l'a lu en tous les cas, parce qu'il y a beaucoup de similarités. Voilà. D'accord. Mais justement, tu vois, le truc retour des fois au réel, mais tellement que des fois on dirait sorti d'une petite thèse de Sciences Po avec le nom de l'auteur en parenthèse, virgule, l'année, tu sais, ce genre de choses. C'est vrai que ça m'a fait rire parce qu'on est presque dans une mise en abîme de mise en abîme, c'est-à-dire qu'il y a un auteur qui a fait Sciences Po, qui écrit sur un personnage qui a fait Sciences Po et qui traite son roman comme un étudiant de Sciences Po rendrait un document à Sciences Po. Pas tout le temps, hein, comme tu dis, mais il y a des petits passages comme ça qui font sourire, d'autant quand t'as connu cette institution. Et quand tu as connu comment on peut d'ailleurs, voilà, je ne veux pas faire mon petit révolté de comptoir, mais comment on peut, par des structures formelles, justement très formelles, une structure écrasante, comment tu peux maquiller une pauvreté absolue de la pensée, mais parce que c'est bien encadré, c'est bien écrit, c'est titré. Donc, et je trouve que des fois, ces petits moments-là me faisaient rire, mais ils sont intéressants, je trouve, dans cet écrit, notamment parce qu'ils viennent, ils sont contrebalancé par des moments où il y a de vrais envolées quasiment lyriques, enfin des moments de description presque de la nature ou ce genre de choses qui partent dans des considérations beaucoup plus poétiques. Et je me souviens avoir noté plusieurs fois sur mes petits post-it à la lecture, tiens, je m'étais noté, tiens, cette séquence est assez étonnante, où il y avait des notions des fois un peu cauchemardesques ou des fois plus poétiques, mais qui utilisaient plus une forme beaucoup plus pour le coup littéraire que formel, quoi. Et je trouvais ça intéressant, cette balance entre les deux. Oui, je suis étonné parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal, enfin il y a en tout cas dans les premiers lecteurs du roman, il y en a pas mal qui étaient presque étonnés de ces bascules, voilà, ton encyclopédique slash Sciences Po, plan en 2 parties, 2 sous-parties des fois, puis retour effectivement à une narration plus classique, ce qu'on appellerait littéraire. Mais bon, voilà, je te dis, Houellebecq le fait pas mal. C'est vrai que moi je trouve qu'il y a un effet comique, quoi, parce que ça fait ressortir des fois toute la vacuité de ces espèces de définitions à apprendre par cœur ou j'en sais rien, de les sortir comme ça en plein milieu d'un paragraphe. Personnellement, ça me fait rire, voilà. Et donc je sais bien qu'il faut déjà arriver à se faire rire soi-même si on veut espérer tirer un sourire de quelqu'un, donc d'un lecteur. Donc souvent quand j'écrivais ces passages, c'est vrai que j'esquissais moi-même un sourire en me disant bon ben ça, pour qui comprendra, c'est quand même j'espère que ça sera un peu drôle, quoi. Ouais, je vois. Mais c'est marrant parce que, alors ça c'est peut-être pas quelque chose que tu avais pensé au départ, mais justement la notion de rupture de ton, parce que c'est ça dont il est question finalement, la notion de rupture de ton, elle est pour le coup assez fréquente, notamment dans le cinéma asiatique. Bon, bah, je te parle de cinéma, je te parle de ce que je connais, mais par exemple, alors parce que je te parle de ça parce que notamment toi tu nous parles actuellement depuis Taïwan, ce qu'on n'a pas précisé, et que au sein du roman, il y a toute une histoire dans le roman qui se situe au Japon, et ça m'a fait tout de suite penser à ça, parce que notamment, alors actuellement dans le cinéma japonais, mais aussi par exemple dans le cinéma coréen, c'est des cinémas qui cultivent énormément ça, la rupture du ton, la notion de... On peut passer d'une scène amoureuse très douce à une scène d'horreur absolue qui va succéder à un moment de comédie tout à fait, enfin, où c'est la gaudriole, quoi. Et je trouve que, je sais pas si c'était
volontaire à ce moment-là de penser à ces influences-là asiatiques, mais en tout cas ça faisait écho, je trouvais. Mais là pour le coup je serais ravi que tu me donnes des références parce que non, je peux pas dire a posteriori que je me suis inspiré de cette rupture depuis le cinéma asiatique, même si je connais quelques réalisateurs qui m'intéressent beaucoup. Mais non, mais tu vois, tu m'as appris quelque chose et je serais ravi de regarder plus. En l'occurrence, bon là, les références qui me viennent, elles sont pas tant japonaises là plutôt que coréennes, mais en l'occurrence, t'as Bong Joon-ho par exemple, qui fait justement un cinéma très très politique. Et avec, tu prends par exemple Parasite, je pense que Parasite, il peut s'inscrire dans quelque chose d'assez proche de la démarche que tu entreprends, je pense, avec ton roman. Et Parasite, lui aussi d'ailleurs, est très collé au réel, tout en ayant des moments visuels, d'une inventivité, d'une poésie réelle, quoi, et assez incroyable. Donc tu vois, il y a peut-être des correspondances. Ou alors tu as des films un peu plus anciens, je dirais, dans les fin des années 90, tu as un film qui s'appelle The Quiet Family, d'un réalisateur dont j'ai oublié le nom, et qui peut aussi rentrer dans ce truc-là où voilà, des scènes d'horreur totale succèdent à des scènes vraiment de franche rigolade, et voilà, c'est peut-être quelque chose que je peux te conseiller pour éventuellement cultiver cet aspect-là, quoi. Ce que je peux dire, c'est que le bouquin, par rapport à son lien au réel, le lien d'ailleurs aussi biographique, tout ça, il ne m'est pas arrivé toutes les choses qui arrivent dans ce bouquin, ça je le dis d'entrée. Par contre, c'est vrai que je dirais que ce roman, c'est un condensé de la réalité. C'est-à-dire que certes, ça peut paraître étonnant. Enfin, je veux dire, toutes les histoires, tout ce qui va arriver dans ce roman sont des choses que j'ai entendues, vues, lues, sourcées, j'ai envie de dire, qui s'inscrivent c'est une fiction qui s'inscrit dans une réalité quand même très tangible. On sait les personnages n'existent pas, mais à part eux, tout le reste est quand même très identifiable. Et même l'histoire un peu sordide qui est dans le roman par rapport au Japon, tout ça, ça m'inspirait d'ailleurs d'un fait divers un peu sordide que j'avais vu, qui s'est passé en Corée. Bon, du coup, j'en dirai pas plus parce que sinon c'est un peu spoilé, mais il y a une histoire un peu dans le roman d'enquête policière, on pourrait dire, un ton policier en tous les cas sur une histoire un peu sordide. Mais ça aussi c'est quelque chose en fait d'ultra courant, malheureusement pour le coup. Et c'est en lisant les infos que je me suis dit je vais l'intégrer dans le bouquin. Mais après tout ce qui se passe dans l'entreprise, tout ça, c'est vraiment une réduction de la réalité, mais c'est quand même vrai. Enfin, là je persiste et je signe. C'est un condensé de la réalité plus que un dépassement. C'est dire la réalité telle qu'elle est, pour en faire ressortir souvent la vacuité et l'aspect, je pense, assez comique, quoi. C'est assez facile, je pense, pour le coup, de trouver des ressorts comiques là-dedans quand on commence à creuser un peu et qu'on se met juste à répéter des choses qu'on a vues, qu'on a pu tous expérimenter, ateliers de travail, j'en sais rien, ou dans ces grandes écoles, Sciences Po. Bon, il y a de quoi rigoler des fois. Il y a de quoi rigoler. Mais justement, peut-être une dernière question, je me disais, puisque t'es très collé justement au réel, à ta biographie à toi certes, mais au réel de façon générale, celui que tu expérimentes et que des connaissances à toi ont pu expérimenter, si d'aventure tu venais à prolonger peut-être ce début de carrière d'auteur, est-ce que tu te sentirais à l'aise avec quelque chose de beaucoup plus finalement décroché du réel immédiat, mais pour y revenir de manière encore plus puissante? Par exemple, je pense notamment à la science-fiction. Je t'en avais un peu parlé au téléphone. C'est vrai que quand je lis ce roman-là, je me dis, c'est vrai que tu le transposes dans un univers où, justement, avec le prétexte soit de la dystopie, soit du monde futuriste, ce genre de choses, tu peux justement sortir du réel en poussant les potards beaucoup plus loin, tu vois, en augmentant vraiment la caricature finalement, mais pour justement derrière récupérer une espèce de critique qui serait peut-être encore plus virulente. Est-ce que c'est un exercice avec lequel tu serais à l'aise, celui de la dystopie ou ce genre de choses? Et ouais, faire une critique encore plus libérée du coup, parce que les chaînes du présent et celles qui te relient au monde réel seraient encore plus éloignées. Non, écoute, j'espère que ça va aboutir, mais là j'ai déjà l'idée d'un deuxième roman effectivement, pour lequel je pense partir sur une histoire déjà un seul personnage principal et non pas trois, moins disperser l'histoire,
Non pas que je pense que ça marchait pas dans le premier roman, mais voilà, je pense que c'était intéressant d'un point de vue narratif d'essayer ça, mais pour le prochain, je pense partir sur quelque chose de plus grande ampleur, en durée, en nombre de pages d'ailleurs aussi, en description, enfin un truc qui doit aller plus loin dans le sujet, et qui se situerait effectivement dans un univers proche, mais à l'horizon de 5, 6, 7 ans, France, Union européenne, donc qui irait effectivement plus vers de la fiction, effectivement. Et donc je pense que j'ai envie d'essayer tout à fait, de m'essayer à l'exercice, ouais, de partir dans un monde plus fictionnel, certes, où je vais laisser plus libre cours à l'imagination sur les tenants et les aboutissants de ce qui sera le futur, parce que ça sera dans le futur pour le coup. Mais ouais, tout à fait. En tout cas, il faut essayer, et effectivement, j'espère que le deuxième roman sera publié, qui marchera. Bon, le premier m'a pris à peu près 1 an et demi d'écriture. Donc là, j'ai gagné beaucoup quand même en expérience. Y a pas mal de choses que je ne referai pas, enfin d'erreurs que je ne referai pas. Donc j'espère que je pourrai écrire dans un an, 2 prochaines années, écrire un nouveau roman. Ben écoute, je vais te poser la dernière question à la fois de point de vue très pratique et en même temps pour t'embêter un petit peu. Dans la mesure où voilà, ton roman c'est une charge assez virulente, notamment sur le monde de l'entreprise, est-ce que tu n'as pas peur qu'on t'attaque sur le fait que pour le moment il est disponible, je crois, donc en précommande sur Amazon, il me semble. Est-ce que tu n'as pas peur de cette attaque, qu'on mette en exergue le fait qu'il y a peut-être une contradiction entre ce que tu dénonces et la plateforme que tu emploies? Alors là, non, pas du tout. Enfin là, pour le coup, franchement, j'entends qu'on puisse faire cette critique. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'Amazon et qui voulaient pas passer par Amazon. Bon, là, en fait, j'ai eu une réponse assez bête, mais qui fera l'affaire. Hein. C'est que juste que, il se trouve que Amazon était les seuls de ce que m'a dit, en tout cas, mon éditeur, Librinova, qui est une maison d'auto-édition, mais bon, qui a quand même qui marche comme un éditeur traditionnel après sur la qualité du rendu final. Ils m'ont dit qu'Amazon était bien les seuls à faire le système de précommande en ligne. D'accord ? Et donc si je voulais faire des précommandes, ce qui offre un avantage, c'est que toutes les ventes réalisées durant la période de précommande sont comptabilisées le jour J, comme étant s'additionnent en fait le jour J et permettent de monter dans les classements. Alors c'est là, oui, qu'il faut bassement aller vers le truc du marketing, mais bon, voilà, il se trouve que je suis pas un auteur connu, personne ne m'attend. Donc ma seule réponse est celle-ci, c'est que c'était Amazon qui offrait cette possibilité de faire ce système de précommande. J'avoue que j'ai pas plus réfléchi que ça. C'est Amazon, c'est de la lecture. Bon, voilà. À ce compte-là, je veux dire, Fallait bien que je t'embête un peu quand même. Bien sûr, t'as tout à fait le droit de poser la question. Ma réponse est assez triviale, elle est assez, mais bon, j'ai pas de problème de conscience par rapport à ça. Et du coup, de toute façon, une fois que on sera vraiment la période où on peut l'acheter, donc passer la période de précommande, où est-ce qu'il sera disponible? Est-ce qu'il y aura une édition physique qui est prévue? Comment ça va se passer? Tout à fait. Alors un truc que j'aimerais pouvoir dire, c'est que le roman il vient pas tout seul, il vient avec, enfin je veux dire, c'est pas l'écriture seulement, il vient avec des dessins qui ont été réalisés par des amis des Beaux-Arts, dont la couverture, mais aussi à l'intérieur pour illustrer les grandes parties du bouquin. D'accord. Moi je les trouve très beaux d'ailleurs, les dessins qu'ils ont fait, mes amis Raoul Léonesi et Ludovic Lalia. Donc ça serait un beau bouquin, je pense. Donc il y aura une version physique effectivement qui est prévue. Elle est en train d'être mise en page par Librinova. Et de manière très pratique, du coup, donc là on est le 30 mai. J'espère que l'édition physique sera disponible à la vente, donc sur à peu près toutes les plateformes, y compris Amazon, dès autour du 20 juin aujourd'hui, je pense. Ce sera quelque chose comme ça. Mais voilà, donc jusqu'au 15 juin, le roman est en précommande. Il sera livré le 15 juin. Du coup, c'était important pour moi de faire cette précommande pour essayer de monter un peu dans les classements. C'est la partie algorithmique, encore une fois, marketing, à laquelle je dois me frotter, je suis obligé. Mais sinon,
voilà, la version papier arrivera dans les jours qui suivent et elle pourrait être commandée de n'importe quelle librairie en France en fait. Ce sera pas toutes les librairies n'auront pas le bouquin parce que voilà, en général ils prennent quand même des auteurs qui ont montré, qui ont quelque chose qui n'ont plus grand chose à démontrer, ou en tout cas qui ont déjà montré par le passé qu'ils étaient de grands écrivains ou qu'ils allaient faire vendre. Voilà, ça marche comme ça. À défaut de me trouver dans les rayons, on peut commander le bouquin en citant voilà, fin de convention, Arnaud Campagne, et il sera dans les logiciels des libraires de France et il pourra être acheté dans librairie aussi voilà, d'ici quelques semaines. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet entretien, d'avoir voulu te livrer à cet exercice sur la chaîne Exploration de Culture. Je sais pas, est-ce que tu as un mot de la fin à dire éventuellement aux futurs lecteurs, convaincre les personnes de te lire ? Ceux qui ont aimé en général Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, et j'ai été étonné du nombre de personnes qui ont lu ce bouquin, qui est un peu devenu une espèce de roman culte, justement, qui est le premier qui l'a propulsé à la célébrité. Pareil, sur le monde du travail. Là, c'est un roman vraiment sur la dépression, hein, qu'il faut réussir qu'il faut encore voir au second degré pour rigoler, je pense. Mais voilà, j'ai envie de dire que ceux qui ont une affinité avec ce genre de littérature pourraient trouver dans Fin de convention, et je le dis avec modestie, parce que voilà, encore une fois, c'est un premier roman, mais j'espère qu'ils pourront trouver dans Fin de convention la continuité, par exemple, d'un bouquin qui a été écrit il y a 20 ans par Houellebecq, par exemple, sur le travail à l'époque. Là, aujourd'hui, une réactualisation mode Startup Nation, en fait. Donc, d'où l'intérêt, pour ceux qui aiment ça, d'essayer. J'espère que c'est une œuvre qui est digne d'être lue, au moins, d'être regardée. Et bon, j'espère que ça pourra parler à cette génération-là et donner les moyens, comme moi ça m'a aidé, d'essayer un peu de s'orienter dans cette jungle du supérieur, comme on l'appelle, et peut-être voilà, fourbir les armes pour s'armer et s'affirmer. Voilà ce que j'aimerais permettre avec ce bouquin.